Majesteit, Excellenties, Majesté, Excellence, chers invités, chers collègues, j'ai l'honneur et le plaisir de vous accueillir aujourd'hui au nom de la Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België et de l'Académie royale de médecine de Belgique, ici au Palais des Académies. Majesté, lorsque, en 2019, Votre Majesté a suivi les traces de la reine Elisabeth et de la reine Fabiola en acceptant la fonction unique de membre d'honneur protecteur des deux académies de médecine, en confirmant la tradition, vous l'avez en même temps renouvelée et approfondie. La fonction de membre d'honneur protecteur de Votre Majesté a conduit à l'initiative d'organiser des symposiums dont la thématique et la mise en forme sont définies en concertation avec vous. Et pour les deux académies de médecine, cela constitue une nouvelle mission et un défi important dans le contexte de leur collaboration institutionnelle en matière de conseil, en matière de soins de santé. Aujourd'hui, nous nous réunissons dans ce cadre pour le premier symposium de Votre Majesté, le résultat d'une préparation de plusieurs années. Nous vous sommes particulièrement reconnaissants pour votre engagement actif, votre apport en ce qui concerne le contenu, vos questions stimulantes et vos propositions qui ont été directeurs. Majesté, Excellence, chers invités, chers collègues, Votre Majesté a choisi comme thème du premier symposium la santé mentale des enfants et des adolescents, un sujet au cœur de Votre Majesté. Il s'agit d'une problématique complexe qui mérite toute notre attention puisqu'il touche l'ensemble de la société et tout le futur de notre société, car les atteintes à la santé mentale des enfants et des adolescents ont des conséquences dans la durée, dans la mesure où les problèmes mentaux ont un impact non seulement bouleversant pour les personnes concernées, mais aussi secondairement pour toute la société, alors que nous disposons des moyens nécessaires pour relever ces défis auxquels nous sommes confrontés si nous sommes prêts à les y dédicacer. Ce premier symposium, conçu en étroite collaboration avec Votre Majesté et organisé sous votre haut patronage, s'inscrit dans la mission de nos académies de conseillères des autorités de santé publique de notre pays. Notre démarche se fonde sur l'évidence scientifique et sur la consultation des experts et des parties prenantes et de tous les jeunes qui nous ont accompagnés. Et donc, c'est toute la participation de ces jeunes auxquels nous sommes très sensibles. Et s'il plaît à Votre Majesté, je me permets de vous passer la parole pour le discours d'introduction. Avant tout, je me permets de dire que les témoignages des jeunes ont été tellement passionnants que je n'ai pas regardé l'horloge. Dus het spijt me echt dat u moest op mij wachten. Donc, mes excuses pour le retard, mais je n'ai pas regardé ma montre parce que la voix des jeunes est si importante pour moi. Donc, je regrette vraiment vous avoir fait attendre. Excellence, Mesdames et Messieurs, la santé mentale est primordiale pour le développement optimal de chacun. C'est aussi une composante essentielle de la santé reprise dans les objectifs de développement durable des Nations Unies. L'Organisation mondiale de la santé l'a définie comme un état de bien-être qui permet de réaliser son potentiel cognitif et émotionnel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de réaliser un accomplissement personnel et de s'intégrer dans la société afin d'apporter une contribution à la communauté. Il n'y a pas de bonne santé sans une bonne santé mentale. Cette formule de l'OMS met en relief les interactions entre le corps, l'esprit et le contexte social dans l'apparition et le développement de problèmes psychiques et physiques. Un être humain sur 3 est un enfant ou un adolescent. Or, nous le savons, ceux-ci sont particulièrement vulnérables à la souffrance psychique. La prévalence des troubles mentaux chez l'enfant
et l'adolescent est en augmentation constante. Au niveau mondial, pour les moins de 18 ans, l'OMS l'évalue entre 15 et 20%. C'est davantage que la leucémie, le diabète et le sida pris ensemble pour la même tranche d'âge. 4 à 6% de ces jeunes ont besoin de soins professionnels qui souvent ne leur sont pas accessibles. Mais des données plus nombreuses et plus précises manquent encore pour établir un tableau complet de la situation dans notre pays et pour adapter en conséquence l'offre de soutien et de soins. De plus, la crise du Covid, les confinements et la hausse des violences familiales ont particulièrement affecté les jeunes, leur développement et leur autonomie, mais aussi leur santé mentale. Face à des services saturés et à des listes d'attente interminables, ils ont souvent peiné à trouver le soutien nécessaire. Les appels à l'aide et les signes de désespoir, tels que les tentatives de suicide ou les automutilations, les troubles alimentaires, en particulier l'anorexie mentale, et les conduites à risque se sont multipliées. La moitié des troubles mentaux constatés chez l'adulte sont apparus avant l'âge de 14 ans et les 3/4 de ceux-ci avant 25 ans. On considère que ces troubles survenus dans l'enfance et ceux associés aux addictions sont responsables de la perte d'1/4 d'année de vie en bonne santé pour les individus qui en souffrent. 2 périodes de la vie méritent une attention particulière. Les 1000 premiers jours, de la conception à l'âge de 2 ans, et la période de l'adolescence et de la transition vers l'âge adulte. Ce sont 2 moments où les facteurs de son environnement familial et social jouent un rôle crucial dans le développement du cerveau de l'enfant ou du jeune. Mesdames et messieurs, nous ne naissons pas tous avec les mêmes chances, mais nous devrions tous pouvoir bénéficier de bienveillance, d'attention et de soins si nous en avons besoin. Dans notre pays, il est aisé de se faire soigner pour une appendicite, pour de l'asthme ou pour une fracture. Pourquoi est-il en revanche si difficile, voire parfois considéré comme honteux, de demander de l'aide si l'on a des idées noires, si l'on veut se faire du mal, si on se sent complètement isolé ou submergé par l'anxiété? Pourquoi les difficultés psychologiques sont-elles encore vues comme une faiblesse ou un tabou? Face au problème de la santé mentale, un changement d'attitude s'impose. La société tout entière devrait devenir le vecteur de ce changement. Il faut aussi porter un regard neuf sur la santé mentale des enfants et des jeunes pour leur faciliter l'accès au soutien et aux soins dont ils ont besoin. Développons une culture dans laquelle il est normal d'exprimer ses émotions et ses sentiments et, si nécessaire, de demander de l'aide, dans laquelle les souffrances physiques et psychiques sont traitées sur un pied d'égalité, dans laquelle la fragilité peut aussi être considérée comme une force. La prévention des troubles mentaux chez l'enfant et l'adolescent est d'une importance capitale. Les effets du stress prolongé sur le développement du cerveau du jeune enfant, en lien avec des événements de vie problématiques, se répercuteront durant toute sa vie, non seulement sur sa santé mentale, mais aussi sur ses différents systèmes biologiques, immunitaires, cardiovasculaires, neuroendocriniens ou métaboliques. La recherche scientifique nous indique que la prévention peut éviter, ou du moins réduire, de nombreuses souffrances physiques et psychologiques, y compris à un âge plus avancé.
Par exemple, les dépressions et les troubles de l'anxiété, la tendance au suicide, les addictions graves ou la délinquance, mais aussi les affections cardiovasculaires. Cette prévention implique de repérer très tôt les difficultés développementales et de prendre en compte de nombreux paramètres biologiques et génétiques, cognitifs et intellectuels, émotionnels, relationnels et environnementaux, socio-économiques, mais aussi éducatifs et culturels. La prévention primaire et la détection précoce des facteurs de risque sont cruciales pour initier à temps les actions nécessaires au bien-être de l'enfant ou du jeune et de ses parents, y compris sur le long terme. Celles-ci sont bénéfiques non seulement pour les conditions de vie et d'insertion des jeunes concernés, mais pour la société dans son ensemble. Un enfant confiant en soi devient lui-même générateur d'équilibre pour son entourage et plus tard pour ses propres enfants. Un grand nombre d'enfants suivis précocement échapperont, lorsqu'ils seront plus grands ou adultes, au circuit des soins chroniques. Pour éviter que ces programmes d'observation et de détection aient des effets stigmatisants, il est préférable d'offrir les mêmes types de programmes à chacun, à chaque famille, dès la grossesse et la petite enfance. Comment peut-on reconnaître les signes précoces de psychopathologie? Comment peut-on offrir une aide rapide de haute qualité pour les ménages en difficulté en situation de vulnérabilité psychologique et sociale? Tous les secteurs de notre société doivent s'engager pour promouvoir le bien-être mental et prévenir les problèmes psychiques. La vulnérabilité psychosociale des parents peuvent également être une source de stress environnant pour l'enfant. La pratique pédoclinique nous apprend que pleurer excessivement, des problèmes alimentaires, des troubles de sommeil, des troubles comportementaux et des problèmes somatiques chez les enfants en bas âge, très souvent n'ont pas de cause somatique, mais sont souvent ou en général même dus à une perturbation du bien-être psychique de l'enfant. La maltraitance émotionnelle ou la négligence mentale pendant les 6 premiers mois de la vie mène chez presque la moitié des enfants à l'âge de 3 ans, mène donc à des problèmes de développement psychique et troubles comportementaux avec des conséquences ultérieures comme violence et comportement asocial. Nous devons veiller à ce qu'il y ait toujours de l'aide adéquate disponible pour éviter que les jeunes et les adolescents ne décrochent et ne perdent le contact avec la société. Chaque enfant ou chaque adolescent a droit à une aide professionnelle qualitative et à des soins de santé mentaux de qualité, axés sur ses besoins et de préférence dans son environnement de vie et d'apprentissage. Même si beaucoup de pas ont déjà été faits, il faut encore faire plus de progrès afin d'intégrer le traitement des parents aux soins des enfants. Par les aspects organisationnels des soins de santé mentale, cette approche n'est pas toujours possible. Vu la relation parent-enfant et la transition transgénérationnelle de psychopathologie, une intégration de soins au niveau familial est toutefois nécessaire. En outre, le soutien des enfants et des adolescents ne se fait pas encore d'une manière holistique. Des soins somatiques et psychiques sont toujours ou souvent offerts de manière séparée. Une approche qui est biologique, psychologique, sociale et culturelle en même temps est d'une importance essentielle.
Comme pendant l'enfance, le corps et l'esprit sont liés et que des problèmes émotionnels peuvent s'exprimer comme des plaintes physiques. Ce modèle de soins intégrés doit être basé sur une approche participative qui tienne compte du vécu subjectif de l'enfant ou de l'adolescent afin de poser un diagnostic ou de recommander un traitement. En général, un plus grand engagement des jeunes et des adolescents dans la vie sociétale crée une base démocratique plus large. Cela renforce leurs capacités, leurs aptitudes pour résoudre des problèmes en communication et en développement de leur identité. Les impliquer de manière active aux soins de santé mentale et aux façons d'accueillir des jeunes en difficulté, cela contribue également à la déstigmatisation. Ce processus participatif facilite, entre autres, l'acquisition graduelle de responsabilités au niveau individuel et collectif et contribue à ce que les jeunes se sentent moins seuls, se sentent moins différents et moins perdus. Les jeunes demandent surtout des interventions partant de l'école de base, comparables à celles qui sont parfois offertes dans l'enseignement secondaire. Ils veulent pouvoir partager leurs pensées, leurs sentiments. Ils veulent pouvoir parler de leurs faiblesses, mais également de la façon de les traduire, dont on peut les traduire en force. Mais surtout, ils veulent parler de leurs talents, de leurs désirs, de leurs souhaits et de leurs projets d'avenir. Ils veulent atteindre quelque chose et développer des relations de confiance. Ils demandent aussi d'avoir accès à l'information de manière plus aisée sur leurs soucis et, si possible, sur l'offre d'accueil, l'écoute, le soutien, l'aide et les soins. Le fait d'impliquer les jeunes et les adolescents au processus de soins mérite donc une attention particulière. Les jeunes ne demandent pas que l'on parle d'eux, mais plutôt que l'on parle avec eux. C'est pour cela que le programme élaboré dans ce symposium en concertation avec les jeunes et les adolescents a été fait à la satisfaction de tous. Notre société doit tenir compte des forces et des talents des jeunes. On doit les aider à réaliser leurs rêves et leurs projets, à développer les aptitudes nécessaires également pour les rendre plus forts et plus résilients. Nous devons souligner davantage la participation, une approche dépassant les secteurs avec les familles et leurs proches. Cela vaut pour l'enseignement, le travail et les loisirs. Mesdames et messieurs, investir dans les soins de santé mentale pour les enfants et les adolescents, cela signifie aussi d'investir dans la prévention et dans la promotion de la santé physique et mentale plus large. En 2015, les soins de santé mentale pour les jeunes et adolescents ont été réformés. Beaucoup d'initiatives prometteuses sont nées, des projets qui ont prouvé avoir une plus-value doivent trouver un ancrage structurel à l'avenir qui assure la continuité des besoins et des souhaits des jeunes et des adolescents. Nous devons poursuivre cette voie et renforcer cette voie pour tous les acteurs concernés. Notre approche doit être orientée vers tous les secteurs, également en dehors des soins de santé mentale. L'enseignement, le bien-être, également des ménages, les activités sportives et culturelles, les activités extrascolaires qui prêtent attention au bien-être des jeunes et des enfants et des adolescents. La formation
de tous qui côtoient les enfants et les adolescents est d'une importance essentielle, de façon à permettre une collaboration. On doit pouvoir comprendre et respecter les autres et procéder de manière holistique en tenant compte des différents déterminants de soins de santé mentale, de prévention et de dépistage précoce de souffrances psychiques chez les enfants et les adolescents. Nous tous, parents, membres de famille, amis, enseignants, éducateurs, prestataires de soins, responsables à différents niveaux, nous devons tous écouter les jeunes et les adolescents, les consulter, les respecter, les soutenir et, si nécessaire, leur offrir les soins nécessaires. Des institutions comme les Académies royales de médecine de Belgique peuvent stimuler des projets scientifiques sur la santé mentale et les soutenir afin que les processus liés à la prévention, le diagnostic et les traitements basés sur l'évidence scientifique soient améliorés. La société dans son ensemble doit se demander quelle place elle veut libérer pour permettre le développement optimal des jeunes enfants et quel rôle peuvent jouer les enfants et les adolescents dans le développement de mesures qui les concernent. Je vous remercie.